Avant de commencer, un petit tuto pour mieux apprécier la vidéo. Donc vous pouvez mettre pause et faire lecture, mais vous pouvez aussi modifier la vitesse de la vidéo. Si vous pensez que je vais trop vite, vous pouvez ralentir le débit. Si cela ne va pas assez vite, vous pouvez augmenter le débit. Ensuite, si vous voulez couper la lecture en plusieurs fois parce que vous trouvez la vidéo trop longue, il y a un chapitrage qui est présent dans la présentation de la vidéo. Donc vous pouvez directement aller au chapitre sur lequel vous vous êtes arrêté. De temps en temps, il y a des compléments d'information. C'est quand il y a le logo I, donc le logo information, qui apparaît en haut à droite de l'écran. Vous pouvez cliquer dessus et le mettre dans un autre onglet en attendant de finir la vidéo. Ou vous pouvez mettre pause et aller regarder l'autre vidéo également. Je vous souhaite une bonne écoute. Nous voici dans une divagation, c'est-à-dire un cheminement de pensée. Le sujet qui nous intéresse, c'est l'expérience. Il s'agit d'un complément à la divagation sur la science et la nature. Notre accès au monde, à ce que nous nommons des connaissances, est possible parce que nous ressentons. En viennent ensuite des interprétations que nous classons dans un ordre théorique et dans un ordre pratique. Sans ces expériences du monde, nous ne connaîtrions rien. Nous ne ferions rien. Nous ne vivrions pas. En plus de cela, l'expérience est une mise en danger, une vulnérabilité des individus, puisque de manière directe, nous ressentons passivement. Mais ceci est le premier degré de ce que nous appelons faire l'expérience. Ce premier degré ne comprend pas encore l'intentionnalité, telle qu'elle est pour un artisan qui produit des objets et gagne en maîtrise et en efficacité. On en dit qu'il gagne en expérience. Ces deux degrés de l'expérience reflètent son étymologie. Experience, en latin qui signifie éprouvant, mais plus encore le radical péri, autour duquel se forme le mot péril, proche de l'étymologie du verbe expérimenter qui se compose de peritus, donc de labile. C'est-à-dire que l'expérience implique un art de faire qui repose sur un enrichissement par les sens. Il y a des enjeux d'interprétation de ces données en tant que simple traduction ou plus encore en ce que nous jugeons être des connaissances. Le champ épistémologique apparaît et est intimement lié à un champ pratique lié à la société en tant qu'éthique et politique. L'expérience, en tant que liée à l'épistémologie, ne peut être séparée de la science, mais il ne s'agit pas de créer un amalgame entre l'expérience et l'expérimentation. Cette dernière n'est pas une expérience contrairement à ce qu'en dit le sens commun, puisque l'expérimentation est une structuration a priori du monde formé autour d'une intention qui sollicite un élément particulier d'un problème. Il y a une dimension de l'homme et du vivant qui ne peut être réduite à une science théorique qui ne correspond pas à une réalité commune, qui est contingente et non nécessaire comme se veut l'objet d'une science. Il y a une dimension intuitive du savoir qui n'est pas un jugement ajouté au discours qui apparaît abstrait. Dans l'immédiat, l'expérience apporte aux individus un concret dont ils remarquent qu'il est relatif et non absolu et nécessaire. Cela peut engager une pensée du travail avec un artisan qui devient expert. L'expérience repose sur le désir et la perception en tant qu'elle est un travail de la matière par l'esprit. La matière est ce qui a posé problème à la métaphysique en ce sens qu'il y avait une ouverture d'interprétation contraire et donnant l'image d'un dogmatisme et d'une impossible véritable connaissance philosophique. C'est l'idée que la théorie et l'a priori ne correspondent pas à l'expérience qui est pratique et par définition a posteriori. Ce questionnement sur la connaissance pratique ou non engage également la possibilité d'un enseignement. Cela ne semble pas adapté aux relatifs vécus ni aux positions philosophiques qui s'affirment. Ainsi, nous pouvons nous demander si l'expérience sert la connaissance philosophique ou si elle ne serait qu'interprétation prosaïque des faits. Dans un premier moment, nous verrons que l'expérience est ce qui permet d'engager un processus de connaissance qui possède certains cadres, puis nous penserons l'expérience en tant qu'elle serait perfectibilité de l'homme, participant à sa fin que serait le bonheur, puisqu'il y a un travail de la matière selon des désirs. Enfin, nous penserons les difficultés d'appréhension de l'expérience afin d'en redéfinir son rôle. Nous pouvons développer des connaissances à partir de l'expérience, ce par le simple fait, comme nous l'avons évoqué, que nous ressentons des choses par nos sens. De manière concrète, nous connaissons la chaleur du feu parce que nous avons eu l'expérience du feu. À partir de là, nous pensons à faire fondre des choses, nous pensons à nous en éloigner pour ne pas être en danger, et toutes sortes de choses. Puis, la connaissance prend le caractère d'accumulation d'observations. Mais en nous confrontant uniquement à ce que nous pouvons exprimer à la suite des expériences, nous remarquons des limites par rapport
rapport à un autre type d'expérience qu'est celui de l'intériorisation. Cette intériorisation est la conscience d'un processus de réflexion interne. Cette réflexion interne ne semble pas immédiatement liée à l'expérience dite sensible. Il est alors légitime de distinguer deux formes de connaissances, celle de l'expérience et celle de la théorie. Les connaissances théoriques sont les sciences et les lettres ou humanités, tout simplement parce que nous n'expérimentons pas au sens physique lorsque nous pensons aux mathématiques ou quand nous pensons au lapsus inconscient, pour autant que nous les distinguons avec des repères d'a priori, de théorie, d'universel, d'a posteriori, de pratique ou de général lorsque nous pensons à l'origine de la connaissance. Dans tous les cas, nous ne parvenons pas à nous détacher de l'expérience. Dans ce sens, cela signifie que l'expérience est connaissance, mais plus encore ce qui éveille le processus cognitif, comme enrichissement de données qui nous permettent de perfectionner la connaissance, la réflexion et les facultés liées à l'intellect. Pourrions-nous penser des triangles si nous n'aurions pas observé des formes similaires dans la nature, comme les dents des carnivores, des sphères sans observer les astres, ou encore des lapsus sans des désirs liés au corporel chez l'individu? L'expérience semble permettre de poser des cadres, des limites à la connaissance. Mais si tel est le cas, la distinction entre une connaissance particulière et une connaissance théorique, a priori, peut être remise en cause, du moins en question, d'autant que cela exprime également le fait que nous ne pourrions pas tout connaître, laissant place au jugement ou à la croyance plus qu'à un véritable savoir. En effet, la connaissance, pensée ainsi, se limiterait à une contingence et une relativité dont l'homme serait insatisfait, puisque poussé à toujours vouloir plus connaître et avec plus de certitude. Mais il est également possible de penser une connaissance universelle à partir de l'expérience, qui puisse finalement permettre de penser cette connaissance comme a priori. Il s'agirait alors d'abstraire de l'expérience les éléments que nous pouvons connaître par la simple récurrence d'une même expérience. L'induction est ce phénomène de généralisation qui n'est pas a priori, ni universel, puisque dans l'a posteriori, il y a la contingence qui admet des exceptions. Nous pouvons penser à Kant dans la critique de la raison pure, qui établit cette même observation à propos de l'expérience en tant qu'elle permet de connaître. Elle éveille notre faculté de connaître, mais n'est pas le fondement de toute connaissance. En effet, nous pouvons maintenir deux formes de connaissance, l'une qui serait pure et l'autre empirique. Cela ne signifie pas que toutes les connaissances dérivent de l'expérience. La connaissance pure est a priori et universelle. Elle pose les cadres de ce que nous pouvons connaître. Elle pose les conditions de possibilité de la connaissance. En effet, si nous pouvons penser à la géométrie, c'est par des cadres permis par l'espace et le temps qui sont des dimensions présentes dans notre raison avant même toute expérience. Mais nous ne pouvons connaître ces cadres qu'en tant que nous avons des expériences. Il ne nous serait pas possible de le connaître si nous n'expérimentons pas un vécu dans un espace dans lequel nous évoluons avec de nombreux objets. Sans l'espace et le temps, aucun objet ne serait appréhendable. Ce sont des connaissances a priori. C'est ainsi que pour Kant, nous ne pouvons légitimement connaître et établir des réflexions que sur ce qui est dans le domaine de ce qui est expérimentable, de ce que nous pouvons recevoir par des intuitions sensibles. Ce qui ne tombe pas dans le cadre de l'expérience est soumis à des prises de position dogmatiques, à des écoles qui nuisent à la métaphysique selon Kant. Pour autant, cette volonté de connaître au-delà de l'expérience entraîne le recours à des connaissances d'ordre empirique. En effet, légitimement, nous pouvons penser à son au-delà de l'expérience. Cela relève du jugement. Ce n'est pas une connaissance certaine. Cet au-delà de l'expérience conduit à la connaissance de la possibilité d'action des hommes et donc d'une perfectibilité. Au nom de la croyance en une entité dont on ne peut avoir l'expérience, nous agissons. De même, au nom des interprétations et des jugements de valeur, nous agissons. La distinction entre connaissance pure et connaissance empirique entraîne des implications pratiques qui lient le « je sens », le « je suis » et le « je fais ». Je sens que le feu brûle et que certaines matières fondent. Cette matière brute, je sais que je peux la modeler et que certaines formes permettent de faire des outils. Je fais donc le métier de forgeron. Je m'applique à répéter ces gestes et à tenter de nouveaux alliages. Je deviens habile. Mais la fin de l'expérience ne peut être uniquement la possibilité de la connaissance, puisque nous faisons un traitement de cette connaissance, de la rétention des informations de l'expérience. Il ne s'agit pas d'expérimentation, puisque nous n'avons pas la volonté d'imposer des choses et des restrictions à l'expérience. Si l'expérience permet la connaissance avec une accumulation et une perfectibilité, c'est qu'il y a quelque chose vers lequel tend l'expérience. Elle détermine alors ce que les anciens présentaient comme une vertu. L'expérience, bien qu'accessible aux vivants,
se lie plus particulièrement à des idéaux. Ce n'est pas pour rien que l'homme est en vie, et ce n'est pas pour rien qu'il peut se perfectionner. L'expérience produit des jugements. En quoi pourrions-nous admettre que l'expérience est connaissance, mais également volonté de vouloir connaître en se perfectionnant? Le fait que l'expérience produise des jugements signifie qu'il y a de l'arbitraire, du relatif, donc des contingents. Mais il est évident que le jugement en lui-même ne fait pas l'expérience. À partir d'une même expérience, nous surajoutons des éléments qui dépassent la simple connaissance. Le jugement est alors le fruit de la volonté d'un contrôle de ce qu'il est capable de recevoir par les sens. Par l'intuition sensible, nous sommes vulnérables au plaisir et aux peines. Nous recherchons ou évitons certaines expériences. Nous gérons des désirs qui nous poussent à l'action. Ce désir est le même que le désir de connaître ou de se rendre plus perfectible. Notre esprit travaille la matière brute de l'expérience. Par notre appréhension des choses, nous développons des activités. Ces activités appartiennent donc à la nature sensible de l'homme. Les activités font appel à une finalité qui est celle de l'expérience. La finalité, c'est toujours plus connaître et multiplier ses connaissances et données sensibles. Mais ce qui est premièrement sensible fait appel à des interprétations métaphysiques. Nous avons des expériences qui nous rappellent un sens à trouver, qui appartient au domaine des antinomiques anciennes, c'est-à-dire des propositions qui peuvent recevoir une adhésion, tout comme une adhésion contraire. Les réflexions sur l'existence ou non de la liberté, par exemple. L'une des recherches de l'homme est sa fin qu'est la politique, et le bonheur qui en découle. Ce qui est intéressant à noter également, c'est que même en partant de l'expérience commune, il y ait la distinction de ces deux connaissances, dont celle qui serait pure et qui n'est pas consciente dans l'esprit de tous les hommes. Elle proviendrait d'un exercice de l'abstraction. Cela signifie que l'enjeu de la connaissance qu'engage l'expérience crée une distinction entre les hommes de la pratique et les hommes de la contemplation. Kant, dans sa critique, dira que la connaissance pure n'est pas nécessairement utile à tous les hommes. Il serait alors pertinent de ne penser que le penchant empirique de la connaissance, qui serait accessible à tous les hommes, étant donné que tous les hommes ont accès à des expériences d'ordre sensible. Il s'agit de penser l'expérience dans la possible perfection de tout individu, et dans le but d'être heureux. Pour penser la perfection de l'individu, il s'agit de penser la vertu, et sa possibilité en tant que les individus sont plongés en permanence dans la contingence du monde. C'est ce que pense Aristote si nous lions les textes du traité de l'âme et de l'éthique à Nicomaque. Aristote est un philosophe qui se repose sur l'expérience commune. L'individu se perfectionne grâce aux facultés de son âme. Tout individu a des besoins qu'il assouvit. Tout individu a des désirs. Et cela fait partie d'une partie irrationnelle de l'âme, mais il y a une influence sur la partie rationnelle qui suit une règle. Il s'agit de la partie sur laquelle repose la vertu. La vertu se divise en deux parties. Il y a la vertu par la pensée, qui est théorétique, et la vertu de caractère, qui est lexis, c'est-à-dire la disposition. La partie théorétique est la réflexion, qui, sans passer par l'expérience, travaille sur les règles qui se veulent universelles et qui définissent la sophia, la connaissance scientifique qui est étude des nécessités, et le domaine de la contemplation, qui n'est donc pas en pleine accessibilité aux hommes. En revanche, ce qu'est la disposition est lié à l'expérience. C'est le travail par l'individu de la matière brute qui lui permet à la fois de connaître et d'agir. Cela participe à la vertu qui, en tant que lutte contre les inclinations et perfectibilité, participe à la recherche du bonheur. La disposition est à la fois expérience et acquisition d'une habitude. Cette impulsion vers l'habitude et la perfectibilité sont liées par un désir qui est encadré par les règles de la raison, une influence de la vertu théorétique. C'est ainsi que dans l'éthique à Nicomaque, Aristote définit la perfectibilité par la répétition d'une même expérience dont nos jugements en ont tiré un bénéfice. En prenant l'exemple, c'est en jouant de la cithare qu'on devient cithariste. Nous agissons à partir d'une matière brute et nous nous entraînons. Ceci est permis par la passion, par notre faculté d'éprouver. Ce qui paraît étonnant dans les propos d'Aristote est qu'il admet que tout être vivant fait l'expérience des choses du monde, mais que tous n'ont pas accès à la finalité de l'activité de l'homme que serait le bonheur, réservé aux seuls citoyens que sont les hommes non actifs. C'est-à-dire que les femmes, les esclaves et les enfants ne pourraient rien faire de leurs expériences. Ceci ne serait pas exact, puisque seule la philosophie
activité de contemplation, leur est inaccessible. Il est possible à tout homme d'être vertueux en comprenant homme comme un individu. Ceci est à nuancer. Vertueux non dans le sens d'atteindre le bonheur parce que l'individu est en tension permanente entre ce qu'il ressent et les choix qu'il doit faire, la finalité ne peut être le bonheur au sens aristotélicien du terme, mais au sens de la réalisation des désirs et des besoins. Ce n'est pas une activité intellectuelle pour l'homme du commun. D'ailleurs, la composition de l'âme permet de replacer l'homme avec un processus concret. Il a des besoins qui sont satisfaits par l'expérience. La faim va produire l'ingurgitation. Il a des désirs parce qu'il cherche à assouvir et parce qu'il est à la recherche du plaisir. Mais décrire de tels faits ne permet pas de connaître les choses. En effet, l'expérience permet de commencer un processus de connaissance. Et ces connaissances sont utilisées, analysées, pensées, et nous leur attribuons arbitrairement des rôles et des valeurs. En somme, nous savons qu'il y a des choses à connaître, mais nous nous en servons pour nous connaître en tant qu'hommes. D'abord avec Kant, pour qui l'expérience sont les conditions de ce qu'il nous est permis de connaître, puis avec Aristote, pour qui l'expérience sert à perfectionner à la fois l'âme humaine et ses aptitudes. Mais il n'a pas été question de prendre les objets de l'expérience tels qu'ils sont. L'homme peut établir quelles sont les conditions de possibilité de l'évolution de certains phénomènes de la nature, et par là établir un lien avec une transcendance, tout en cultivant ce phénomène naturel que peut être une plante, et rationaliser sa culture afin d'en posséder les apports pour l'homme, en tant qu'il use d'une création discutable. Mais nous pouvons raisonnablement douter de la connaissance de la plante par la nature si nous considérons qu'elle n'est pas du simple fait de nos consommations. Cela remet en question notre rapport à l'expérience ainsi que sa véritable appréhension. Que sommes-nous réellement en droit de demander à l'expérience ? Nous avons dit de l'expérience qu'elle était en premier lieu la réception de nos intuitions sensibles. Nous avons donc traité qu'une infime partie de ce qu'est réellement l'expérience, puisque nous ne l'avons pensée qu'en tant que nous sommes des êtres capables de recevoir des choses sur un mode sensible. Si nous nous référons à une pensée empiriste, nous pensons de manière plus précise ce qu'est l'expérience. Nous pouvons même étudier un empirisme qui, plus encore que l'expérience, penserait l'appréhension des phénomènes, comme ce veut être le pyrrhonisme et le néopyrrhonisme. Ce sont deux périodes de l'école sceptique qui, par l'expérience, établissent l'impossibilité d'une connaissance certaine des choses par nature. Pour penser l'incertitude de notre connaissance et de sa possibilité, il s'agit de penser le relativisme de l'expérience. Sextus Empiricus, dans les esquisses pyrrhoniennes, évoque les tropes d'Énésidème. Il serait impossible de connaître les choses parce que tout être vivant reçoit des choses de manière différente. Le chat ne voit pas comme un homme, il s'agit du premier trope. Les hommes eux-mêmes ressentent de manière différente, c'est le deuxième trope. Nos organes peuvent être en conflit, comme le montre l'expérience du bâton brisé dans l'eau, troisième trope. D'autant que chaque objet apparaît dans des circonstances extérieures et particulières, avec des positions différentes, parfois pour le même objet, quatrième et cinquième trope. Le mélange de tous ces faits, le sixième trope, avec des quantités et des constitutions différentes des objets, c'est le septième trope. Connaissance stricte, impossible du fait que c'est relatif, huitième trope. Que les apparitions peuvent être continues ou rares, 9e trope, ainsi que selon les modes de vie des individus, 10e trope. Par cette liste, nous nous confrontons non seulement en tant que nous sommes des êtres sentants, mais en tant que l'expérience ne concerne pas seulement nous, elle dépend aussi de l'objet lui-même et de la culture dans laquelle nous sommes plongés. À partir de ces faits, établir une connaissance certaine, c'est avoir foi en une récurrence ou des théories, et ça, cela relève du dogmatisme. C'est une volonté illégitime. Par nature, nous ne pouvons pas connaître ces phénomènes. Plus encore que d'établir l'incertitude, il s'agit d'une véritable opposition entre la pensée et le phénomène. Ce qui est en jeu dans le scepticisme, ce n'est pas la connaissance, une manière d'accéder à la vie pratique en considérant tout fait sous le mode de l'isosténia, c'est-à-dire que toute proposition à son argument contraire est de même valeur. Cela nous conduit à la suspension du jugement. Le but du scepticisme, comme la plupart des pensées antiques, était l'ataraxie, le calme de l'âme en tant qu'absence de trouble. Pour autant que nous sommes des êtres sensibles, cela ne nous empêche pas de vivre, simplement de prétendre à la connaissance. Cela ne fait pas de l'homme un animal irrationnel. La pensée étant opposée au phénomène ne signifie pas l'absence de réflexion. L'homme réfléchit tout le temps à son action, mais agir sans connaissance paraît difficile. C'est ainsi que le scepticisme utilisait des règles de vie quotidiennes, comme le respect de la loi, la réponse à ses besoins vitaux, ou encore le respect des cultes et des normes sociales. Cela ne signifiait pas une adhésion, il y avait un travail du langage. Ainsi, le sceptique s'exprimait communément en employant des conditionnels, ou des formules comme « ce n'est pas plus ceci que cela ».
il n'affirme rien, pas même l'impossibilité de la certitude. L'expérience est également ce qui permet de pouvoir agir dans le sens de l'ataraxie. Diogène Laërce écrit à propos des sceptiques dans Vie et doctrine des philosophes illustres, il fallait affronter les vicissitudes d'abord par les actes. Le calme de l'âme passait par le calme du corps. Si nous avons peur d'un chien, on évite de voir des chiens. Tout comme Kant, cette attitude permet de savoir ce que nous pouvons légitimement connaître ou non. L'expérience ne permettrait donc pas l'établissement de certitudes, ni même simplement de connaissances comme des objets d'étude. La connaissance d'une pensée qui nie la connaissance par l'expérience en nie également la possible transmission. C'est-à-dire que l'apprentissage professionnel, par exemple, ne serait pas possible. Là encore, ce n'est pas exact, parce qu'en pratique, nous nous confrontons aux phénomènes, et un forgeron produit bien des choses, même si nous ne pouvons pas connaître la nature de ces choses. En réalité, dans une analyse phénoméniste du pyrrhonisme, nous interagissons avec les phénomènes qui nous traversent tous et nous contractons des habitudes d'action quotidiennes qui nous permettent notre préservation. La critique du dogmatisme, c'est d'abstraire illégitimement le concret de l'expérience pour établir des systèmes spéculatifs et métaphysiques qui donnent lieu à de vaines connaissances. L'exercice intellectuel et même l'expérience d'une introspection est douteuse et donne lieu à des incorporels. Incorporels, donc inexpérimentables et non communicables. C'est nier la connaissance pure et c'est nier l'application d'une nature rationnelle hors des phénomènes, comme la partie supérieure de l'âme qui cadrerait les expériences. Il s'agit non pas de nier le rationnel, il y a des réflexions. Il s'agit de nier les affirmations quant à la nature des choses. Pour les sceptiques, nous ne sommes confrontés qu'à de l'accidentel, à de l'instabilité. L'expérience permet tout de même de penser un soi qui, sans être affirmé par le sceptique, a la charge d'être l'âme du corps qui doit rester dans l'inconstance des choses. Ce que nous pouvons dire à propos de l'expérience est qu'elle est inconstante, spatiale et accidentelle. Pourquoi spatiale ? Parce que le sceptique va admettre la temporalité, là où au contraire la spatialité prenait plus d'importance dans les systèmes de pensée, comme plus tard la pensée kantienne, où il est question des formes a priori de l'expérience pour la rendre possible. Le sceptique présente la possibilité de l'expérience du temps qui fait dégénérer les phénomènes dont nous ne pouvons rien dire d'autre qu'ils sont des phénomènes. L'expérience, sans établir de connaissance, permet la vie et sa préservation. Notre accès au monde est permis et est intellectuellement élaboré. L'expérience nous donne des éléments sensibles que nous analysons. À partir des analyses de l'expérience, nous pouvons élaborer des systèmes de connaissances dont nous en définissons les limites, les conditions de possibilité et les finalités. Ainsi, l'expérience, de manière unanime, paraît être le point de départ de la connaissance. Cette connaissance acquise, elle nous permet de changer l'expérience en un outil plus qu'un événement pris pour lui-même. L'expérience en tant qu'outil a servi plus la perfection des facultés de l'homme que la connaissance, comme si, finalement, l'expérience était un voile, et comme si le voile permettait d'envisager le fantôme. Mais une fois le voile séparé du fantôme, abstrait du fantôme, seules certaines personnes y auraient accès. La connaissance est un fantôme. Plus que la connaissance, l'expérience permet de vivre. Premièrement, nous nous apercevons que nous nous fourvoyons en ne considérant que notre ressenti dans l'expérience. Et nous nous apercevons que l'expérience ne permet pas réellement de connaître. L'expérience sert, de manière strictement commune, à vivre. C'est l'application prosaïque d'une interprétation permettant en premier lieu de vivre en tant qu'elle nous fait comprendre qu'on ne peut pas respirer sous l'eau. L'expérience ne sert pas explicitement ou de manière adéquate la métaphysique, sauf s'il s'agit de dire que c'est la possibilité de connaître, ce dont on peut douter. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.